part à San Francisco, au siège de Meta, par exemple. Les annonces la semaine dernière de Mark Zuckerberg autour de l'information sont un coup de tonnerre sur le cadre même de l'information. Juste à côté, Las Vegas, la semaine dernière, présentation au CES par Google d'une télévision, d'un écran de télévision où des news générées par IA sont affichées de manière dynamique sur des écrans de télé. Je continue le tour du monde, on va être quelque part entre Londres et les États-Unis. En fin de semaine dernière, les utilisateurs d'iPhone aux États-Unis ont reçu une alerte, une notification push qui racontait la chose suivante, que des officiels américains avaient été arrêtés dans le cadre des incendies de Los Angeles pour pillage. C'est une notification qui a été envoyée, rédigée par une intelligence artificielle et qui prenait même l'apparence d'une notification envoyée par la BBC, puisqu'elle se nourrissait de cette information-là. Évidemment, c'est une information qui est totalement fausse, mais on en est à ce stade où des intelligences artificielles envoient des notifications en se nourrissant des contenus d'autres médias. Je continue, je remonte quelques semaines en arrière, beaucoup plus près de chez nous, un pays de l'Union européenne, l'élection présidentielle, et je pense évidemment à l'élection présidentielle annulée en Roumanie juste avant les vacances de Noël. Ça, c'est le tableau de ce qui s'est passé en quelques semaines sur la planète information. Quand on voit ça, on peut se dire, mais à quoi ça sert votre travail qui consiste à penser à plus 25 ans quand on est même incapable d'imaginer dans les plus grands scénarios de science-fiction ce qui va se passer à plus 25 jours. Et ben pourtant, c'est le travail qu'on a fait et on est absolument persuadé que face à cet aujourd'hui qui devient particulièrement compliqué à saisir, qui devient particulièrement compliqué à anticiper, il est nécessaire plus que jamais de penser loin. Là, c'est à moi. Donc, juste une petite précision, ce travail qu'on a rendu donc, aux États généraux de l'information, on n'était pas seulement 2 à le faire, mais on est un groupe de 6, donc ils ne pouvaient pas être là ce matin, mais je dois de les mentionner. Nathalie Sonac, qui est universitaire à Paris-Panthéon-Assas, qui est économiste et ancienne membre de l'ARCOM. Jérôme Ruskin, qui est le fondateur de Uzbek Erika. François Quinton, qui est rédacteur en chef de la revue des médias à l'Institut national de l'audiovisuel. Et Antoine Bueno, qui est essayiste, prospectiviste et conseiller politique au Sénat. Donc c'est ce groupe de 6, voilà, c'est avec ce défi qui était comment faire des scénarios, comment penser l'information en 2050. Alors d'abord on pourrait se dire pourquoi en fait quand on fait de la prospective en général, et notamment sur l'information, c'est pas du tout pour prédire l'avenir. Ça n'a aucun sens de vouloir prédire l'avenir, et on n'avait pas envie de se transformer en Madame Irma. Mais ce qu'on voulait, c'était essayer d'alerter, en fait. On prévoit l'avenir, enfin, on essaye d'imaginer l'avenir pour alerter au présent. Et on voulait alerter sur certaines évolutions. On voulait aussi repérer les signaux faibles annonciateurs de ces évolutions majeures et essayer de comprendre quels pouvaient être les déterminants et les enjeux de ces transformations à venir. Alors tout ça, je dirais, avec une démarche quand même pleine d'humilité, parce que le premier travail auquel on a essayé de penser, c'est qu'on s'est dit, bon, 2025-2050, ça fait 25 ans. Alors, on a fait un retour vers le passé. On s'est dit, il y a 25 ans, on était en 1998. Si en 1998, on nous avait demandé de penser l'information en 2025, est-ce qu'on en aurait été capable ? On a commencé à regarder et on s'est aperçu qu'en 1998, Mark Zuckerberg avait 14 ans, que donc Facebook était loin d'exister et que par conséquent, c'était quand même en 98 difficile d'imaginer l'écosystème de l'information aujourd'hui. Donc ça nous a rendu
très humble dans la démarche. Et la preuve de cette humilité, c'est qu'on s'est dit, bon, bah, on va procéder à des entretiens avec des personnalités qui composent le champ informationnel et pas que. Donc on a bien sûr interviewé beaucoup de chercheurs en sciences de l'information, on a interviewé des journalistes, on a interviewé des militaires, on a interviewé des prospectivistes, des romanciers de science-fiction, vraiment un champ très large, en tout une quarantaine de personnes, en leur posant au fond les questions qu'on se posait nous, qui sont des questions au présent. Je vais en citer que quelques-unes, hein, mais est-ce que l'IA générative peut remettre en cause l'ensemble de l'écosystème informationnel? Comment l'information sera financée à l'avenir? Qui en seront les producteurs? Comment l'information va évoluer dans des contextes politiques et géopolitiques extrêmement mouvants? À quoi ressemblera l'information à l'heure du climat, du réchauffement climatique très avancé et d'une raréfaction des ressources naturelles? Et puis on avait une dernière question pour toutes les personnes qu'on a interviewées, qui était celle-ci. Imaginez que nous revenions du futur et que nous sachions ce qu'il se passe en 2050. Quelles questions aimeriez-nous vous poser? Et là, on s'est aperçu que toutes les réponses tournaient autour exactement de la... C'était assez frappant quand même, 40 personnes si différentes qui nous répondaient la même chose. C'est qu'au fond, tout le monde avait cette préoccupation, comment garantir à nos enfants et à nos petits-enfants en 2050 que l'information qu'ils peuvent écouter gratuitement, ou lire, ou voir, est une information qui leur veut du bien. Et on s'est aperçu quand même que dans toutes ces personnes qu'on interrogeait, et je suis sûre que c'est des préoccupations qui sont partagées ici dans cette salle, eh bien que l'inquiétude était très vive. Que l'inquiétude, en ce qui concerne l'information évidemment, que l'inquiétude était très vive sur les risques de manipulation, que l'inquiétude était très vive sur la façon qu'on aurait de pouvoir discerner, et déjà aujourd'hui, le vrai du faux, sur la submersion, sur la fragilité des modèles économiques, sur les ingérences étrangères, sur le risque sur la démocratie. Tout ça, on a entendu cette inquiétude et on a décidé de se donner une méthodologie pour traiter ces entretiens tout de suite en évacuant 2 scénarios. C'est-à-dire qu'au fond, les scénarios sur l'information, évidemment, ça peut pas se détacher. L'information, c'est dans une société, donc ça ne peut pas se détacher des scénarios plus larges. Et il y a 2 scénarios qu'on a voulu évacuer, c'est-à-dire les scénarios les plus extrêmes, à savoir le scénario collapsologue, qui prévoit l'effondrement de la civilisation, et le scénario transhumaniste, qui prévoit une fusion de l'homme et de la machine. Donc en fait, on a éliminé Mad Max et Terminator. Mais on s'est dit qu'entre Mad Max et Terminator, il nous restait pas mal de champs possibles. Et là, on a essayé de se donner une méthodologie pour traiter ces informations. Et comme c'est très compliqué, je passe la parole à Antoine. Merci pour ce lancement. Et comme c'est très compliqué, moi je vous mets un support visuel. Vous n'allez juste après, et juste avant, vous aviez le QR code qui vous permettait de voir le rapport dans son intégralité. En fait, ce qu'on a analysé, en fait, la grille de lecture qu'on a posée, qui s'appelle une matrice, donc de Mad Max à Terminator, maintenant on passe à la matrice. On a tout simplement identifié 5 grands chocs qui risquaient d'ici 2050 d'influencer l'information. Ces chocs, en fait, ils vont être rangés dans plusieurs catégories. On a imaginé, par exemple, on n'a pas imaginé, pardon, les chocs, on les a posés, on les a diagnostiqués. On a identifié qu'il y avait un choc technologique qui pesait sur l'information à l'horizon 2050. Il suffit de penser à ce que l'IA générative peut faire pour remettre en cause l'écosystème informationnel. On a imaginé qu'il y avait un choc, on a diagnostiqué, pardon, qu'il y avait un choc économique. On commence à s'en parler. Comment financer l'information de demain? L'information, elle a un coût, elle a toujours eu un coût. Comment sera-t-il assumé demain? C'est une question et c'est un choc potentiel. On a diagnostiqué décidément qu'il y avait un choc politique qui pesait également. Je pense qu'il n'y a pas besoin de s'appesantir longuement pour vous dire pour se rendre compte que le champ politique peut influencer directement le monde de l'information. Un choc sociétal, évidemment.
comment la démographie va-t-elle influer sur la consommation de l'information, sur ce que vont en attendre les publics. Et puis, il y a un dernier choc qu'on a vraiment choisi d'isoler, qui est un choc écologique, et qui est un impensé. Aujourd'hui, soyons assez clairs dans les médias, à quoi ressemblera la production de l'information dans un monde de raréfaction des ressources à disposition et du monde du réchauffement climatique. Ces chocs interagissent. Pour chacun de ces chocs, on a identifié des facteurs multiples qui vont construire cet écosystème. J'en ai parlé, l'IA, la blockchain, la nature du régime politique. Et ce que vous voyez donc, je ne sais pas si je me risque à pointer, je vais pas le faire. Ce que vous voyez en colonne de gauche sont ces facteurs, et vous voyez les grands chocs en colonne de droite qui vont tous interagir. Et c'est ça, avec cette matrice, qu'on a pensé les scénarios à venir. On a fait ce travail de construction qui présente la particularité d'être très ouvert. Peut-être que voilà, les 5 chocs que nous avons identifiés, nous on les a. C'est notre diagnostic. On n'attend qu'une chose, c'est que le débat public s'en saisisse et que des chocs que l'on n'aurait pas forcément identifiés soient également mis à jour. C'est vraiment ce qu'on a choisi de faire là-dessus. Je pense qu'on va pouvoir passer aux scénarios en eux-mêmes, puisqu'on a identifié 3 scénarios. On a choisi de raisonner avec un scénario clair qu'on a appelé le miracle informationnel. En 2050, l'information vit un âge d'or. Les citoyens ont pris en main leur destin informationnel. Et Agnès, je te laisse le détailler. 3 scénarios à partir de cette matrice. Et en fait, pourquoi on a fait cette matrice? C'est que si vous téléchargez le rapport, c'est que pour tout le monde puisse s'emparer de cette matrice, une fois que vous l'aurez comprise. Ça prend un peu de temps, mais voilà, on espère que c'est accessible, et que vous puissiez vous-même élaborer vos propres scénarios. On a voulu que ça soit quelque chose... Nous, on en a tiré 3 scénarios, on aurait pu en tirer 3000 ou 300, peu importe. Et soyons lucides sur les 3 scénarios que l'on va vous présenter. À aucun moment, on s'est dit qu'un de ces scénarios allait se réaliser. Ce sont des scénarios. Et on a voulu, évidemment, à des fins pédagogiques, forcer un peu le trait dans ces scénarios. Donc le premier scénario, qui est le scénario clair, le miracle informationnel, là, on a imaginé, première chose, que la démocratie s'était étendue à presque toute la planète. Vous voyez pourquoi on pense que ces scénarios ne se réaliseront pas. Ça commence comme ça déjà. Mais voilà, dans ce scénario, la démocratie s'est étendue à toute la planète. Les citoyens ont pris conscience de l'importance de disposer d'une information fiable. Ça, c'est plus crédible. Et du coup, ils en ont tellement pris conscience qu'ils participent à la production de l'information et à son financement, et que du coup, ils accordent à nouveau leur confiance aux médias. Et grâce aux avancées technologiques, notamment de l'intelligence artificielle, les médias réalisent des gains de productivité, et ces gains de productivité permettent aux journalistes professionnels de se concentrer sur l'analyse, sur l'investigation, sur l'exploration de nouvelles thématiques et sur l'éducation aux médias. La publicité a complètement disparu du modèle économique des médias, qui repose désormais sur une redevance versée par les grands acteurs de la tech. Ça aussi, ce n'est pas forcément réaliste, mais on peut le souhaiter. Et le financement, le modèle économique des médias repose aussi sur le financement direct par les consommateurs. Donc en fait, ce qui est important dans ce scénario qu'on appelle clair, c'est qu'on s'est dit que l'information avait cessé d'être un enjeu de prédation capitalistique. De leur côté, les pouvoirs publics mènent une politique active de régulation et d'éducation. L'éducation aux médias, à l'information et à la citoyenneté numérique fait désormais partie de la RSE de toutes les entreprises et se prolonge tout au long de la vie active. Enfin, on a des assistants personnels, mais ces assistants personnels protègent les utilisateurs des biais cognitifs et de la fatigue informationnelle ou de la désinformation. Donc ça, c'est le scénario clair. Antoine, le scénario Vous avez bien rêvé. Obscur. Ouais, c'est Maintenant, ça. je vais nous plonger dans un monde un petit peu différent, puisque l'un des autres scénarios que nous avons distingué, c'est un scénario
obscur, un monde où l'information est devenue liquéfiée. Je vais revenir sur ce concept-là. Et donc, c'est l'idée tout simplement qu'en 2050, c'est le chaos informationnel. Les citoyens ont complètement décroché de l'information. L'information est devenue trop volatile pour être saisie. Et pour le dire encore plus simplement, l'information est tout simplement morte. Elle n'existe plus en tant qu'information. D'abord, et elle est morte à plusieurs titres. D'abord, elle est morte sur un point de vue économique. L'information indépendante d'intérêt économique n'existe plus. Les médias, l'information, les médias qui produisent de l'information ont été fragilisés par la perte du marché publicitaire. Et c'est assez simple, les médias sont du coup ont été absorbés par les grandes firmes du numérique et elles ont été réduits à un rôle de prestataires, de sous-traitants des grands acteurs technologiques. L'information est morte aussi parce qu'il est devenu impossible de distinguer le vrai du faux. L'intelligence artificielle générative a fait proliférer la désinformation, la multiplication des contenus dont on n'arrive plus à distinguer l'authenticité ou non. Et c'est assez simple, les citoyens, eux, de leur côté, ils ont, face à ce tsunami, face à cet océan, ils ont voté un peu avec les pieds, c'est-à-dire qu'ils se sont détournés de l'information. C'est devenu trop compliqué de réussir à identifier le vrai du faux, et donc il y a tout simplement un détournement, le décrochage par rapport à l'information. L'impossibilité de distinguer le vrai du faux, elle a aussi une conséquence sur le métier de journaliste. Être journaliste, c'est s'engager sur ce qui est vrai ou sur ce qui est faux. Évidemment, la suite logique d'un monde où on n'arrive plus à distinguer le vrai du faux, c'est que les journalistes ne peuvent plus garantir l'information. Je vais le dire aussi de manière un petit peu particulière ici chez Radio France et avec notre casquette aussi de l'Institut national de l'audiovisuel. Il n'y a aucun salut à aller chercher du côté des médias de service public. Ils ont disparu. Dans ce scénario, on a imaginé que c'est simple, il y a d'abord eu un stade où les médias de service public ont été mis en concession, puis ils ont tout simplement été vendus ensuite. Je continue, je suis désolé de vous plomber, mais ce n'est pas fini. Du côté de la régulation, pourquoi l'État s'embêterait à faire de la régulation? Évidemment, dans ce scénario-là, l'État a délégué la régulation de l'information au monde de la tech. C'est pour ça qu'on a créé ce concept d'information liquéfiée. On a imaginé aussi qu'en 2032, l'édition de Médias en scène 2032 consacrerait ce terme d'information liquéfiée. Ça fait partie de notre partie de fiction là-dessus. Je suis désolé de vous avoir un peu plombé, mais c'était important de se dire. C'est ce que j'allais dire, Antoine Baillet, vous plombez totalement Victor. l'ambiance là de Médias en scène, c'est terrible pour ces perspectives en 2050. En attendant le retour, je voulais juste vous rappeler qu'on pouvait prendre quelques questions de la salle pour répondre à cette thématique autour de cette table ronde. S'il y a des mains qui se lèvent dans la salle, on voit au premier rang, monsieur notamment, s'il y a un micro qui peut être donné. Bonjour, merci de votre intervention extrêmement intéressante. Je vais lire votre rapport en détail. Je m'appelle Michel, j'ai bossé toute ma vie dans l'informatique et je m'intéresse beaucoup à l'informatique quantique sur laquelle beaucoup de monde travaille. Et on sait très bien qu'avec l'informatique quantique, avec la puissance en parallèle qui pourrait être mise, on pourra accéder, déverrouiller tous les verrous, tous les mots de passe, etc. On pourra très bien passer dans un monde de désinformation totale, où même les gens qui créent de l'information vraie sera totalement effacée par une désinformation. Donc, et quand on parle de 2050, là, on y sera. Donc, il y a un risque encore terrible autour de ça. Je ne sais pas si vous l'avez évoqué dans votre rapport en détail. C'est vraiment le scénario obscur du chaos informationnel, hein. Donc c'est dans ce scénario que effectivement ce type d'élément intervient. Oui, vous avez tout à fait raison. Oui. On a essayé d'identifier aussi des grandes ruptures technologiques qui pouvaient advenir. L'intelligence artificielle générative est aujourd'hui, on est en 2025. C'est sans doute pas celle. On aura des évolutions, des révolutions
structurelles. Le mélange des deux va au être moins explosif. aussi importantes. L'un des champs sur lesquels on a été beaucoup challengé par les personnes qu'on a interviewées, c'est autour des implants neuronaux, qui sont peut-être la prochaine frontière, c'est-à-dire une information qui n'a plus de support. Alors, on a dit qu'on écartait Mad Max, on a dit qu'on écartait Terminator, et pour autant, les implants neuronaux ne rentrent plus dans cette catégorie. Aujourd'hui, ils font partie de quelque chose sur lequel on commence à se dire, oui, c'est quelque chose qui peut exister. Les implants... dans un scénario clair-obscur, on voyait bien dans un scénario clair, les implants neuronaux nous aident à trier l'information et nous aident à trier les fake news. Dans un scénario effectivement obscur, eh bien, les implants neuronaux, c'est le chaos informationnel, c'est la désinformation. Dans un scénario clair-obscur, on a imaginé des neurodroits, et enfin, je veux dire, ça commence, le débat est déjà là sur la question des neurodroits, et ces neurodroits garantissent un droit à la vie privée mentale, à l'intégrité mentale ou à la liberté cognitive. Et on peut imaginer qu'effectivement, face à des implants neuronaux, ces neurodroits existent et qui viennent compenser les effets néfastes des implants neuronaux. On va prendre une deuxième et dernière question dans la salle, si vous le voulez bien. Je vous laisse décider à qui vous donnez la parole. C'est une puce que l'on met dans le cerveau et qui est chargée d'informations. Et donc les informations peuvent être diverses, mais bien sûr sont mises à jour et donc comprendraient bien sûr les actualités aussi. En fait, c'est la fin du smartphone pour s'informer. J'ai pas compris s'il y avait un point d'interrogation ou voilà. Ça existe déjà à la vie. C'est absolument vrai, sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est généralisé. Notre exercice, nous, il a été d'imaginer un monde où l'information diffusée par un plan neuronaux deviendrait beaucoup plus élevée. Et effectivement, aujourd'hui, on arrive à contrôler, à piloter un écran d'ordinateur avec le regard. Il y a des questions qui se posent sur la réalité exacte derrière, mais vous avez raison, c'est une technologie qui n'est pas à inventer complètement. En revanche, sa généralisation n'est pas là. Et notre exercice, il était d'imaginer ça. Oui, bonjour. Inès Le Châtelier, étudiante en master d'entrepreneuriat à HEC Paris. Je suis assez intéressée par les questions de modèle économique des médias que vous soulevez. Alors, vous parlez beaucoup de la fin du modèle publicitaire. Je serais assez intéressée si vous pouviez revenir là-dessus. En fait, on a imaginé, évidemment, aujourd'hui, le modèle économique de... D'abord, il faut distinguer quand même le modèle économique de l'information et celui des médias. L'information est quelque chose de spécifique à l'intérieur des médias. On avait la chance de travailler avec Nathalie Senac, qui a beaucoup travaillé sur la question du coût de l'information. Donc, notre préalable, d'abord, c'est que l'information a un coût. Elle en a toujours eu un et elle continuera à en avoir un. Une information qui est gratuite à produire n'existe pas. Là, pour le coup, on peut citer pas mal d'adages, y compris ceux de Mark Zuckerberg. Si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Donc, on a fait ce postulat-là. Et après ça, du coup, ce qu'on a cherché à identifier, et c'est pareil, ça va se distiller entre clair, entre obscur, entre clair-obscur, c'est les différents modèles qui peuvent advenir. Effectivement, l'un des scénarios qu'on a fait qui est assez disruptif, c'est celui de la fin de la publicité. Et pourquoi ? Tout simplement parce que qui dit financement de l'information, on se réfère automatiquement à la question de l'indépendance de l'information. Et à partir du moment où elle est financée soit par des capitalistes, soit par la publicité, l'information, ou soit par l'État d'ailleurs, la question de l'indépendance de l'information se pose toujours. Et c'est pour ça qu'on a imaginé dans le scénario clair, notamment, que cette information pouvait être financée par une taxe sur les GAFAM, sur les grandes plateformes. Voilà. Notre job n'était pas de sauver à nous seuls le modèle économique de l'information, il était de voir les chocs possibles et les conséquences possibles. L'un des modèles qui existe aujourd'hui, mais qu'on a essayé de pousser un peu à l'extrême, c'est aussi celui des abonnements qui peuvent être payés
parfois très cher aussi, et de se dire que l'information pouvait devenir un service dont de grandes compagnies ont absolument besoin. Et on est allé imaginer, et ça c'est dans le scénario clair-obscur, un monde très inégalitaire où vous êtes salarié d'une grande entreprise, l'information, votre entreprise va vous la donner parce que vous en avez besoin pour prendre des décisions. Et à l'inverse, si on prend l'autre côté, un grand public qui n'aura pas les moyens de se payer cette information-là et qui consommera une information gratuite. Et on a dit à quel point on ne croyait pas au fait que ce soit encore de l'information dans ce cadre-là. Donc voilà, je rejoins l'humilité. On ne sauvera pas et c'est pas nous seuls qui allons imaginer le modèle, mais en tout cas, les choix qui vont se faire ont des incidences extrêmement fortes sur le monde dans lequel on va vivre, sur le monde de l'information dans lequel on va vivre. Et c'est sur cette phrase digne d'un film Marvel qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Merci à tous les deux infiniment d'avoir détaillé ce monde qui nous attend, ce monde des médias en 2050. Agnès Chevaux, directrice générale déléguée de l'INA, et son directeur éditorial, Antoine Bailly. On peut les applaudir encore une fois.